Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Comment allez-vous? Très bien. Si je comprends bien, j'ai pris les compliments. Et maintenant, il ne reste plus que les critiques. Alors, on m'a fait quelques petites confidences sur vous. Et si vous regardez un petit peu sur la table qui est entre nous, on m'a dit que nous avions un point en commun. Ce sont quelques petites douceurs, parce que vous êtes un fan. Ce sont des chocolats, en fait, aux saveurs du Maroc, pour tout vous dire. Ça, on a encore le droit. On a le droit, on a absolument de tout. Ça pourra vous servir de joker éventuellement pendant cet entretien. Quoique, vous êtes surtout connu pour votre franc-parler, donc je ne pense pas que vous en ayez besoin. Tout d'abord, bienvenue à Dakhla, bienvenue à celle que l'on surnomme chez nous notre perle du Sud. Dans son message, le souverain qu'il vient d'adresser aux participants a rappelé à quel point Dakhla occupe une place de choix dans l'histoire du Maroc. Votre présence ici, Monsieur le Président, dans nos provinces du Sud, est un message très fort. J'aimerais vous demander tout d'abord quel est votre rapport à la terre marocaine. Bon, vous savez, c'est bien connu, mes convictions personnelles sur le Maroc, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mon attachement à Sa Majesté le roi, mon admiration pour la culture, l'histoire, la modernité du Maroc sont connus depuis bien longtemps. Et ce qu'est en train de réaliser le Maroc est assez unique. Si on regarde les 15 dernières années, où le monde arabo-musulman n'a pas été épargné, où la Méditerranée, même si on est sur l'Atlantique, mais enfin, le Maroc a cette double culture, où la Méditerranée était ravagée. Quels sont les pays qui peuvent se targuer, dans ces 15 dernières années, d'avoir incarné la stabilité, l'ouverture, le progrès, la modernité, avec des difficultés, avec des crises, avec des épreuves, avec sans doute des échecs. Mais qui peut prétendre égaler ce que fut au cours de ces 15 dernières années la stabilité marocaine? Quel pays? Alors justement, parce que je vais vous interrompre, vous le savez, je ne vais pas vous oui, laisser. Mais moi, je vais terminer quand même. Oui. Juste. Allez-y. Vous savez, vous allez vous donner du mal avec Ben, moi. je sais. Je veux dire que regardez ce qu'on a appelé les printemps arabes. Qui peut dire qu'il a pu avoir la chance d'avoir le discours révolutionnaire au sens réel du terme sur la modification de la Constitution, sur les progrès de la démocratie, sur l'ouverture aux forces politiques marocaines dans leur diversité. Aujourd'hui, le Maroc est fort et stable. On pourrait faire le tour d'un grand nombre de pays, et je ne suis pas sûr que le diagnostic serait le même. Et donc, quand le roi du Maroc souhaite que je puisse m'exprimer dans un endroit qui lui est cher, pour moi, vous savez, l'amitié, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des discours, ce sont des faits. Et ma présence est un fait. Pardon. Non, vous avez bien fait de poursuivre parce que du coup, elle a été grillée, ma deuxième question, donc je vais passer à la suivante. C'est pour ça que j'ai mis des petites douceurs entre nous deux. Vous connaissez ce célèbre proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Je trouve que c'est le sens de tout ce qui nous réunit tous ici aujourd'hui. Ce sommet de Crans-Montana, pour cette édition 2018, est placé sous le signe de la coopération sud-sud, d'une coopération plus forte en Afrique. Il y a tout juste un peu plus d'un an, il y a un événement historique, il y a eu un événement historique sur le continent. Le Maroc faisait son grand retour au sein de la famille africaine, au sein de l'Union africaine. Et j'imagine que c'est un événement que vous avez suivi de très près. Mais c'est un événement considérable. L'Afrique, entre la fin du siècle précédent et la moitié du siècle qui est le nôtre, aura vu sa population multipliée par 10.
l'Afrique, en 2050, aura 2,5 milliards d'habitants. Le Maroc est une puissance africaine. Et le retour dans l'Union africaine du Maroc, c'est très important pour le Maroc, qui a une vocation de pont entre l'Europe et l'Afrique, mais très importante pour l'Afrique, parce que c'est une économie moderne, un pays stable et un pays démocratique, qui revient sur la scène africaine. Et en cela, c'est un élément majeur. Mais vous savez, moi je suis européen. Il y a 14 kilomètres par le détroit de Gibraltar entre l'Europe et l'Afrique. Donc les choses sont très simples. L'échec de l'Afrique sera le drame de l'Europe. Le succès de l'Afrique sera la survie de l'Europe. Nos destins sont liés. Et il n'y a rien de plus important pour les Européens, les 500 millions d'Européens, que de se préoccuper de façon absolument prioritaire de ce que sera l'avenir économique de 2,5 milliards d'Africains, dont la moitié aura moins de 20 ans. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet stratégique de très grande ampleur. Alors, le Maroc, par sa position politique, historique, géographique, a un rôle majeur à jouer. Et nous devons tout faire pour développer l'Afrique. Je plaide pour que les Européens mettent en place un véritable plan Marshall de développement économique de l'Afrique. Je suis bien placé pour dire que lorsque la Grèce, l'Irlande, le Portugal ont été pas loin de tomber en faillite, l'Europe a pu trouver les moyens pour sauver ces pays de la faillite. Nous devons trouver les moyens d'aider l'ensemble du continent africain à développer les infrastructures qui permettront de développer une économie africaine qui elle-même fournira du travail aux jeunes Africains. Vous ne pouvez pas le faire seul, quel que soit par ailleurs, excusez-moi, hein, ce n'est pas du tout un réflexe colonial que parfois j'entends dire, c'est absurde. L'Afrique représente un marché avec un désir de consommation fantastique et une résilience aux épreuves extraordinaires dont l'Europe a besoin. L'Europe représente des capitaux et un développement technologique. Nous devons faire plus. Alors, ça pose d'autres problèmes. Je dis d'ailleurs que je souhaite qu'on change les conditions de la concurrence. Si c'est des fonds européens qui sont mis pour développer un plan gigantesque au service des infrastructures africaines, il est parfaitement normal que les entreprises européennes aient une priorité dans le développement, dans l'utilisation de ces fonds et dans le développement de ces infrastructures. Mais c'est capital, c'est stratégique. Et si on ne fait pas ça, on peut se retrouver dans des situations extrêmement graves, avec 500 millions d'habitants en Europe, 2,5 milliards d'habitants en Afrique. Je voudrais vous rappeler que, outre les 14 kilomètres du détroit de Gibraltar, on peut venir d'Afrique subsaharienne en Europe à pied. Il suffit de traverser la frontière entre la Turquie et la Grèce. Je reste sur ce fameux plan Marshall. D'abord, à savoir, est-ce que les États européens l'entendent ? La solution, elle a été souvent reprise de cette jeunesse africaine. Dans son discours, lors de la fête du trône, en juillet dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI affirmait une nouvelle fois que l'avenir de l'Afrique passe par sa jeunesse. Il l'a rappelé dans le message adressé tout à l'heure à tous les participants du Grand Montana. Le souverain soulignait ceci: une occasion inespérée qui s'offre ainsi à l'Afrique de bénéficier d'une main-d'œuvre jeune, éduquée et abondante pour nourrir sa croissance économique. C'est ce que vous dites en substance dans avec ce fameux plan Marshall. Mais est-ce que les États européens l'entendent ? Vous savez, malheureusement, je ne sais pas qui entend qui en Europe aujourd'hui. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. J'ai essayé, et sans doute pas assez, de porter l'Union pour la Méditerranée. L'idée reste neuve, l'idée reste forte. La Méditerranée du Sud et la Méditerranée du Nord, nous devons travailler ensemble. La paix du monde
se fera dans la Méditerranée. Et chaque fois que nous, les Français, nous avons tourné le dos à la Méditerranée, on a donné le sentiment de tourner le dos à notre passé, en vérité, on tournait le dos à notre avenir. Et au cœur de la Méditerranée se jouent les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, où le Maroc et la France ont une communauté de vue totale. Se jouent les questions d'immigration, qui sont des questions d'une force, d'une complexité extrême, qui fait que non seulement on ne doit pas mettre ça sous le tapis, mais on doit en parler calmement, de façon responsable. Ce n'est pas un gros mot, c'est un sujet absolument majeur. Au cœur de la Méditerranée se trouve la question centrale de l'Orient et de l'Occident. On n'est pas passé loin il y a quelques années d'un affrontement qu'il convient d'éviter à tout prix avec des pays du Sud dont un certain nombre sont en train d'être rayés de la carte. Il faudra bien un jour se dire que la solution ne passe pas que par des conflits militaires, mais qu'à un moment donné, la diplomatie, la politique et l'économie devront se retrouver pour qu'on réponde à des questions. Quelle est la pérennité, quel est l'avenir de la Syrie? Quelle est la pérennité, quel est l'avenir de l'Irak, de la Libye, d'un certain nombre de pays de cette nature, où pour moi c'est clair, le maître mot, contrairement à ce que pensait quelqu'un que j'aimais bien pourtant, monsieur le président Bush, fils, la question majeure n'est pas simplement celle de la démocratie, la question majeure c'est celle de la diversité. La diversité est encore plus importante que la démocratie. La diversité, ça veut dire que des sunnites, des chiites, des druzes, des chrétiens, des juifs doivent pouvoir vivre ensemble dans une région qui n'a connu depuis des siècles que la diversité. Et on voit depuis quelques décennies une espèce de pression sur une pureté, entre guillemets, dont, reprenons le titre d'un livre, j'estime qu'elle est dangereuse. Pour rester sur ce volet, Monsieur le Président, quel est pour vous l'un des plus grands défis de ce monde aujourd'hui? Est-ce que vous parleriez du choc démographique? Non, mais pour moi, enfin, pardon. Le défi majeur. Je dis les choses comme je les pense, c'est pas pour ça que j'ai Bah, raison. allez-y, c'est pour ça que vous êtes là un peu aussi. Pour moi, il n'y a qu'une seule question majeure. Il n'y en a qu'une. Et vous savez d'ailleurs, je me méfie quand on pose des questions de cette nature, des gens qui répondent 1, 2, 3, 4. Si vous répondez 4, c'est déjà, il n'y en a pas. Donc on fait juste un? Il n'y en a qu'un. Allez. Et je vais vous le dire. C'est lequel? Ben, c'est très simple. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la planète. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. Et à la fin du siècle, on sera 11 milliards. Donc vous m'entendez bien. À la fin de ce siècle, il y aura sur la Terre plus d'habitants que si vous additionnez tous les habitants que la Terre a connus depuis 3 millions d'années jusqu'à maintenant, où les premiers hominidés sont arrivés, jusqu'à maintenant. Jamais le monde n'a connu un tel choc démographique. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est clair, c'est simple. Vous croyez que Paris, c'est une grande capitale? Alors vous n'avez jamais été à Lagos, 22 millions d'habitants, 20 fois Paris. Donc, c'est la question centrale. Il est urgent de poser sur la table la mise en place d'une institution internationale qui suit le problème démographique, car naturellement, c'est exponentiel. Car le jour où on sera à 11 milliards, parce que ça c'est fait, personne ne peut l'empêcher, les perspectives de développement sont immenses. Et partant, cette question est centrale. Et très importante, la question des dérèglements climatiques. Mais le monde a connu beaucoup de dérèglements climatiques. Des périodes de glaciation, des périodes de disparition de 80% des espèces. Le monde n'a jamais connu dans son histoire un choc démographique de cette ampleur. Et le point principal du conflit démographique, du choc démographique, se trouve au milieu de la Méditerranée, avec une pression à 2,5 milliards sur l'Afrique et 500 millions en Europe. Alors, je termine en disant une chose, c'est que dans mon esprit, il n'est pas question de dire
immigration zéro, ça n'a aucun sens. Aucun. Parce qu'il y a 3 millions d'années, quelque part en Afrique de l'Est, des premiers hommes sont partis à la conquête du monde. Donc la conquête du monde, le besoin de bouger, de partir, ce n'est pas un choix politique, ce n'est pas qu'un choix économique, c'est quelque chose que nous avons dans nos gènes, nous, les êtres humains. On considère qu'à l'époque de la grotte de Lascaux, il y a 40 000 ans, il y avait 10 000 habitants sur une zone comme l'Europe. Et d'Afrique, les hommes ont conquis le monde. Donc il n'est pas question de dire que les populations doivent rester sédentarisées dans un endroit. Mais il n'est pas question de nier les équilibres et que les déplacements massifs de population peuvent poser des problèmes considérables. Rien que le conflit qui déchire la malheureuse Syrie, qui est un pays que j'aime tant, que j'ai visité tant de fois, a ramené vers l'Europe 15 millions de personnes. Donc, si on ne voit pas ça, et si on dit il ne faut pas en discuter parce que c'est gênant, alors on passe à côté d'un problème considérable, et je ne vois pas comment on peut régler un problème considérable sans en parler. Alors justement, on va rester là-dessus sur une actualité. Quand vous voyez l'actualité aujourd'hui où tout va très vite, la force des réseaux sociaux, où les chefs d'État communiquent sur Twitter ou autres d'ailleurs, où tout semble quelquefois banalisé, sommes-nous en train de vivre un véritable tournant politique, une nouvelle façon de gouverner quand on voit par exemple le président américain Donald Trump titiller son ennemi nord-coréen en parlant de celui qui a le plus grand pouce? Ça vous fait vraiment rire ou ça vous inquiète sérieusement? Non, ça, il n'y a pas de quoi rire. Et je ne suis pas persuadé qu'on peut dire des choses extrêmement intelligentes et pertinentes en 2 phrases. Jamais le bruit de la communication n'a été aussi fort et jamais on s'est aussi peu écouté. Jamais on s'est autant parlé et jamais on s'est aussi peu compris. Moi, je veux bien que ce soit un progrès, mais enfin, pour moi, je ne vois pas où est le progrès. Je pense que tout est mis sur le même plan, que l'immédiateté dessert la vision. Vous savez, c'est très intéressant tout ça. Le jour où le président chinois dit « 2 mandats de 5 ans, ce n'est pas assez pour avoir une vision sur un peuple ou un pays d'1,3 milliard ». Vous avez la première démocratie du monde, révérend Jackson, les États-Unis, où en vérité la durée du mandat, c'est 2 ans, ce n'est pas 4 ans. C'est 1 an pour apprendre le travail, 2 ans pour essayer de faire quelque chose et 1 an pour se faire réélire. 2. Eh bien, je suis désolé de dire que les démocraties, qui sont les meilleurs régimes au sens des valeurs, ne peuvent pas être condamnées à l'impuissance parce que maintenant, le processus démocratique est poussé à un tel point que plus personne n'a le pouvoir de faire et que tout le monde a le pouvoir d'empêcher, et que pour réaliser le moindre équipement, il faut demander l'avis de tout le monde, et le temps qu'on demande l'avis de tout le monde, le temps a passé, on n'a rien fait. Alors bien sûr que je préfère les démocraties, c'est pas moi qui vais soutenir des régimes qui ne sont pas démocratiques, mais j'étais la semaine dernière à Abu Dhabi avec l'émir MBZ, et nous parlions de ce que nous avions fait ensemble. Enfin, il l'a fait, lui. Moi, je n'ai fait que mettre la première pierre et donner les moyens. Le Louvre à Abu Dhabi, qui est un musée absolument magnifique, avec une salle assez bouleversante, et je le dis ici, où il y a le plus vieux Coran, la plus vieille Bible et la plus vieille Torah. C'est quand même important. Je veux dire, ça a une signification. On ne peut pas tout banaliser. Eh bien, l'émir a voulu cet équipement. Je ne suis pas sûr que si on avait fait une commission de l'enquête publique, du dialogue public, et qu'on avait demandé l'avis de l'association des riverains, on aurait pu avoir ce musée. Bon.
Donc oui à la démocratie, non à l'impuissance. Et je pense que, et c'est d'ailleurs contenu dans le magnifique discours de Sa Majesté le Roi en 2016, hein, c'est un discours de vision. Tous les pays ont besoin d'une vision. Et tout ne peut pas se résoudre à l'actualité, à la dernière petite histoire ou à la dernière petite anecdote, je le pense. Ben, je vais en venir aux anecdotes, parce qu'on a parlé beaucoup des autres. On va parler un petit peu de vous, si vous le permettez. Juste un mot. Ça fait bien longtemps que je pense que ça serait tellement extraordinaire que dans le Maghreb et dans le Machreb, on puisse poser les bases d'un marché commun. Et vous savez, pour moi, qui aime tant votre pays et qui aime tant cette région, savoir que depuis 25 ans, la frontière est fermée entre l'Algérie et le Maroc, ça doit être un sujet considérable. Je connais les efforts de mes amis marocains. Mais on est tous trop petits pour s'en sortir tout seuls. On doit travailler ensemble. C'est vous qui m'avez cité ce proverbe africain qui doit exister aussi en Europe ou en Asie ou en Amérique latine. Il est repris partout, bien évidemment. Voilà. On est plus fort en travaillant ensemble. Et je pense que la vision pour le Maghreb, c'est un jour, le plus tôt possible, un véritable marché commun qui permettra de faciliter l'échange des biens, des personnes, des travailleurs, des étudiants, comme nous l'avons fait en Europe. On est trop faible pour rester seul et isolé. Mais l'Union du Maghreb arabe est une coquille vide aujourd'hui, vous le savez très bien. Ben, c'est pour ça que j'en parle. Ok, on peut parler de vous maintenant. Alors, oui, vous pouvez quand même. Vous voulez un petit chocolat ou toujours pas? Non, toujours pas, vous y attendez. Alors, vous avez voyagé aux quatre coins du monde, Monsieur le Président. Vous avez côtoyé les grands de ce monde. Quelle est la personnalité? Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Quelle est la personnalité qui vous a le plus marqué? Je sais que c'est une question difficile, mais est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a marqué en particulier? Non, mais vous savez, c'est comme lorsqu'on vous dit sur une île déserte, quel est le livre que vous emporterez? Oui, aussi. Non, ça n'a pas de sens, parce que moi, ce que j'emporterai, c'est la bibliothèque. Parce que si vous n'emportez qu'un livre, c'est que vous n'aimez pas les livres, vous aimez ce livre. Et dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens. Mais il y a des tas de gens qui m'ont impressionné, que j'admire. Mais c'était aussi fonction des circonstances, des moments. Moi, j'ai été très marqué, bien sûr, par Mandela, que j'ai eu l'occasion de voir, avec qui j'ai pu discuter. Mais dans un tout autre style, j'ai également été heureux de travailler avec Angela Merkel. Vous ne pouvez pas imaginer deux personnalités plus différentes qu'elle et moi. Et pourtant, on nous appelait Merkozy. Et c'est une femme qui a conduit son pays avec... Elle vient de l'Est. Moi, en fait, je suis très méditerranéen. Et vous voyez, la politique présente énormément d'inconvénients, c'est très dur, parfois des déceptions, quelquefois des épreuves. Mais on y rencontre aussi des gens exceptionnels. J'ai eu la chance qu'en plein printemps arabe, le roi a décidé de changer la Constitution, de changer les règles du jeu. Et Monsieur le Premier ministre, de désigner comme Premier ministre le leader, l'animateur du premier parti sorti. J'ai eu la chance qu'il m'en parle. Écoutez, à ce moment-là, il fallait une vision, un courage. Ce n'était pas le quotidien. C'était quelque chose de bouleversant. On ne voyait pas du tout ça ailleurs. Ça n'existait pas. Donc, si ma vie politique était à recommencer, je la recommencerai parce que je pense que la richesse de la vie politique, c'est tous ces gens différents que l'on voit. Je ne peux pas le ramener à un seul, mais tous ces moments intenses que l'on vit,
où on a l'impression de croiser l'histoire et qui apporte à chacun d'entre nous une pierre à l'édifice de sa formation. J'ai vu comment le président Ouattara en Côte d'Ivoire a résisté à toutes les épreuves pour devenir un président démocratique, malgré les menaces de mort, malgré les difficultés. J'ai vu ça. Mais je pourrais vous dire, puisqu'on est ici, j'étais il y a peu de temps au Rwanda, quand même un pays ravagé par une guerre, enfin un génocide extravagant de violence. Il y a quoi? Il y a 25 ans. Ben aujourd'hui, vous avez à Kigali, la capitale la plus connectée sans doute d'Afrique. J'ai vu la Russie, qui est sans doute l'un des pays les plus humiliés du XXe siècle, qui a perdu 40% de ce qu'il croyait de son territoire. Je ne dis pas que ça l'était. Finalement, sans qu'un coup de feu n'ait été tiré. Ça n'a pas dû être simple de gérer tout ça. La Chine, qui est... On peut critiquer ses dirigeants, c'est une chose, mais enfin, quelqu'un qui viendrait directement de 50 ans en arrière à aujourd'hui, ce qu'ils ont fait est assez stupéfiant. Quel est le seul pays qui a pu dire non aux GAFA? Par exemple, Amazon. Non seulement ils ont dit Amazon, vous ne venez pas ici, mais en plus, ils ont fait un concurrent. Et ça marche. Je ne dis pas que c'est un modèle dont il faut s'inspirer, mais voyez-vous, madame, les motifs d'admiration pour des destins assez extraordinaires dans le monde d'aujourd'hui sont assez nombreux. Dans la même lignée, cette fois-ci pas sur une personnalité, mais parce que je sais en fait que vous avez, on s'en doute en tout cas, que vous avez des millions d'anecdotes durant votre mandat de président de la République française. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué au fer rouge, que vous n'oublierez pas? Au fer rouge, ça c'est une expression forte. Hein, mais... Bah oui, comme ça vous n'allez pas me faire 1, 2, 3, 4, 5, comme non, ça non, je vais peut-être... Non, la chose la plus incompréhensible que j'ai eu à vivre, c'est la succession, le déchaînement des événements entre la faillite de Lehman Brothers, où tout d'un coup je vois un secrétaire d'État américain qui, à mon avis, ne comprend pas ce qui se passe, qui dit « nous, ici, on ne soutient pas les mauvais banquiers ». 3 jours après, le monde était comme un corps vidé de son sang, avec des banquiers centraux affolés. J'ai vu en France le président de Renault, le président de PSA venir me voir pour me dire « l'État doit nous prêter de l'argent parce que nous ne pouvons plus faire les salaires à 2 mois ». Pour vous dire une chose, Renault, l'année dernière, a eu 250 milliards de chiffre d'affaires et a fait 9 milliards de bénéfices. Hein, aux alentours de 2008-2009, c'était la faillite totale, complète. Plus rien n'existait, plus rien ne tenait. Et puis alors, j'ai vu à ce moment-là que si on demandait aux experts ce qu'il fallait faire, ils vous expliquaient pourquoi la crise de 1929 était arrivée, mais ils n'avaient aucune idée, aucune, sur la façon dont on pouvait sortir de celle-ci. C'était tout nouveau. Un dimanche, Gordon Brown, qui est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, que j'aime beaucoup, l'ancien Premier ministre britannique, très libéral, très écossais, très libéral, m'appelle pour me dire, je te préviens, lundi matin, je nationalise toutes les banques anglaises. Mais je lui dis, mais tu es tombé sur la tête, qu'est-ce qui se passe? Non, il me dit, les gens font déjà la queue pour retirer leurs dépôts. Je parle de l'Angleterre, hein, je ne parle pas de... Pour retirer leurs dépôts, si je ne nationalise pas, tout saute. Voilà. Donc ça, c'est des événements dont je garderai la mémoire, d'autant plus que personne ici ne peut me dire que les mêmes causes ne risquent pas de produire les mêmes effets. Vous
savez, quand on dit que tous les clignotants sont au vert, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Parce que quand ils sont tous au rouge, c'est là où il y a une possibilité de s'améliorer. Quand ils sont tous au vert, il n'y a que la possibilité de la détérioration. Nous avons un autre point commun, à part le chocolat, vous et moi. C'est une addiction. Moi, j'ai l'addiction de la radio et du micro. Vous, c'est la politique, et bien évidemment, parce que vous l'avez dans le sang. En réalité, vous n'êtes jamais parti. Est-ce que vous revenez bientôt? Non, j'ai pas l'addiction de la politique. J'ai beaucoup d'addictions. Vous l'avez dans le sang. Vous ne pourrez jamais vous en séparer. Vous le savez très bien. Non, merci. Vous savez, madame, le psychiatre, c'est le Premier ministre. C'est pas vous. Donc, je veux bien m'allonger dans le bureau du Premier ministre pour une petite consultation. Mais si je me permets, pas avec vous, madame. Enfin, bon. Je vous le dis très respectueusement. Je parlais de l'addiction à la politique. Moi, je n'ai pas d'addiction à la politique, j'ai une addiction à la vie, ce qui est tout à fait différent. J'aime la vie. Et je pense que la seule façon d'être fidèle au mystère de la vie, car la vie, c'est un mystère. Quand vous croyez, c'est un mystère divin. Enfin, bon. Si vous ne croyez pas, c'est un mystère tout court. Mais la vie est un mystère. Et au fond, la seule façon d'être fidèle à ce mystère, c'est de vivre chaque nanoseconde avec passion. L'expression la plus stupide, c'est « j'ai le temps ». Le temps ne vous appartient pas, ne nous appartient pas. Et donc, mon addiction, c'est la vie. J'aime la vie. J'aime rencontrer les gens, j'aime convaincre, j'aime parler. La politique, c'est la vie sous une loupe. Mais il y a une vie avant la politique, il y a une vie après la politique. Et je n'ai ni cette addiction, ni ce regret. Et pour moi, je suis dans une autre vie qui m'intéresse tout autant. Je veux la réussite de mon pays. Je suis toujours passionné. Je resterai passionné des affaires de la France. J'ai toujours plaisir à rencontrer des responsables politiques. Certainement un peu moins de plaisir. Voilà. Mais, voilà. Mais moi, je vis en regardant devant, pas derrière. Je m'appelle Sarkozy. J'ai eu la chance d'être président de la République. D'où je venais, ce n'était pas écrit. Donc, non, je n'ai pas cette addiction. Monsieur le Président, une dernière question, parce qu'on va me faire signe très très bientôt, parce que le temps est compté, bien évidemment. Vous êtes à Darla, encore une fois, la bienvenue dans nos provinces du Sud. Qu'est-ce que vous souhaitez à ce sommet mondial de Crans-Montana qui réunit plus de 1000 personnes, qui s'est ouvert tout à l'heure, plus de 114 pays qui sont représentés? Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Vous savez, je n'ai pas besoin de commenter plus ma présence ici. Elle est en soi, elle parle, elle dit quelque chose. Bon. Je pense que je souhaite une solution. Je pense que le projet qui a été mis sur la table par le Maroc en 2007, il y a déjà bien longtemps, de très forte autonomie, je le dis très respectueusement à chacun des intervenants, est un projet crédible et qu'il faut se mettre autour de la table et essayer de trouver une solution qui est vraiment la demande de chacun. Il s'agit de quoi? Il s'agit de donner la chance du développement économique, de la paix et de la sécurité. Bon. Il y a des grandes puissances, des grands pays dans la région. Je souhaite qu'ils se parlent et que les choses puissent progresser. Après, moi, je suis libre. Je sais très bien ce que je pense. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours assumé depuis très, très longtemps. Moi, je ne suis pas dans l'opportunité ou dans le moment comme ça. Après, vous savez, on a le droit de préférer des cultures, des pays et des amis. C'est pour ça que je suis là. C'est quand même pas un péché de dire qu'on a des amis, qu'on les aime, qu'il y a des pays qu'on admire, dont on admire la culture, et on se trouve bien quand on est avec eux. Ça ne veut en aucun cas dire qu'on n'aime pas les autres. On aime les autres aussi. Mais bon, il y a la liberté pour tout le monde. Moi, je veux avoir la liberté de dire que j'ai des amis et que j'aime être fidèle à mes amis. Voilà. Merci, Monsieur le Président.
Radio 2M. Radio 2M. Radio 2M.